Bien le bonjour et bienvenue chez Borezio. Alors aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de blockbusters. Mais pas les blockbusters que vous croyez, pas les blockbusters hollywoodiens. Non, on va plutôt évoquer les blockbusters littéraires, principalement ceux du 19e siècle. Alors le fait est qu'en ce moment, je suis assez fâché avec Hollywood, avec les blockbusters hollywoodiens. Voilà, en fait, je suis arrivé au point où je ne peux plus supporter ces machins-là. Ça me fatigue. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout de ma patience. Je n'en peux vraiment plus. Je commence à développer une sorte d'aversion naturelle pour ces choses-là. Supergirl, là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vivre dans un monde dans lequel ce genre de divertissement est le modèle culturel majeur, il y a de quoi devenir dingue. Ça relève de la dystopie. Yeah. C'est là où je remarque que c'est vraiment grave, c'est que même les bons blockbusters que propose Hollywood ont le don de me faire chier. Parce que par exemple, cette année, on a quand même eu Hail Mary de Phil Lord et Chris Miller. Et même un film comme ça m'a pas intéressé. Enfin, j'ai vu le truc, j'ai vu un petit peu la bande-annonce, je me dis non, c'est pas pour moi. Je ne doute pas que ce soit un produit de qualité. Je pense que c'est très bien, qu'il y a de la créativité, qu'il y a de la personnalité, du savoir-faire. Mais même s'il y a ces qualités-là, ça reste ton divertissement formaté. En plus, moi, Ryan Gosling, il me saoule, j'en ai marre de lui. Donc voilà, c'est ce qui fait que même un film comme ça, qui a pourtant de belles choses à faire valoir, ne va pas m'intéresser outre mesure. Voilà, je vais peut-être jeter un œil par curiosité pour voir à quel point est-ce que le film est créatif. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va me faire vibrer, qui va me faire vraiment espérer, quoi. Voilà, c'est dire à quel point j'en peux vraiment plus de ces formes de divertissement. Là, pareil, on a un Steven Spielberg qui est sorti, on s'en fout. Il n'y a pas vraiment d'engouement autour. Voilà, les gens sont partis voir ça. Certains, on a trouvé que c'était un peu sympa parce que ça faisait revenir Spielberg à ses premières amours. En l'occurrence, le film d'extraterrestre. Bon, je pense que le détour pouvait être intéressant pour ça. Et ben après, voilà, on a bien vu qu'il n'y avait pas grand-chose à relever. Le mec, qui est pourtant le pionnier de ce genre de divertissement, en arrive lui-même à produire des choses anecdotiques. On s'en fout. Donc en fait, je pense que cette fatigue du blockbuster, elle est un petit peu générale. L'engouement autour de ces films, il est devenu très relatif. Là, les derniers phénomènes cinématographiques vraiment débattus, ça a été plutôt les petits films comme Obsession ou Backroom. C'est plutôt ça qui a été source de débats, de commentaires sur Internet, source de plaisir pour les spectateurs. Voilà, c'est plutôt maintenant ce genre de cinéma qui est plébiscité. Mais voilà, les gros blockbusters sans âme, complètement édulcorés, formatés, calibrés au possible, voilà, ça a le don de faire chier tout le monde, j'ai l'impression. Ou alors voilà, on en parle un petit peu au moment où ça sort et après, ça passe aux oubliettes. Voilà, et c'est donc pour cela que ce petit coup de gueule que je pousse, voilà, cet avis que je vous partage sur les blockbusters, je pense que beaucoup de gens aussi le partagent, beaucoup de spectateurs voilà, seront de mon avis. Je pense pas être le seul. Donc voilà, fatigué des blockbusters, fatigué d'Hollywood, on n'en peut plus. Mais il y a quand même du positif dans cette histoire, là, c'est que tout ce dégoût croissant que je ressens vis-à-vis des blockbusters hollywoodiens aura eu pour effet de me faire retourner vers la littérature française. Voilà au moins une chose positive qu'Hollywood aura provoqué avec tous ces blockbusters de merde, c'est que ça m'aura fait retomber dans les bras de la bonne vieille littérature populaire française à l'ancienne. Et oui, parce qu'il fut un temps où le cinéma n'existait pas encore, et donc les grands pourvoyeurs d'œuvres romanesques et populaires, eh bien, c'était surtout les écrivains. Et en France, on a particulièrement été gâtés parce qu'on a eu pas mal de mecs qui étaient voilà, doués dans cet exercice. Et oui, c'est peu dire qu'ils furent doués les bougres du 19e siècle, romanciers et dramaturges, dans la création de grands récits romanesques. Pour ceux, comme moi, qui sont lassés de la compote hollywoodienne, ces grands romans constituent un bien noble refuge. Ils possèdent en mieux toutes les grandes qualités qu'un divertissement hollywoodien promet, et surtout, ce qu'un divertissement hollywoodien ne sait plus donner. De l'authenticité, du style, du raffinement, du respect pour le public. Et donc, j'ai voulu faire une petite vidéo dans laquelle je recommande 3 grands classiques de la littérature française du 19e siècle qu'on peut considérer comme des blockbusters littéraires. Ainsi, sans plus attendre, place à la sélection. Alors, je ne peux pas commencer une vidéo comme celle-ci et ne pas évoquer Alexandre Dumas. Voilà, Alexandre Dumas, c'est le patron du blockbuster littéraire français. Alors, il ne fait pas partie de la sélection officielle, mais c'est juste que voilà, une vidéo comme celle-ci n'a pas de sens s'il n'est pas mentionné. Ainsi donc, voilà, je vais vous parler des Trois Mousquetaires.
pas faire plus classique que ça. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, donc voilà l'histoire de D'Artagnan, un jeune gascon de 20 ans qui monte sur Paris pour devenir mousquetaire et qui va donc s'engager dans une aventure on ne peut plus romanesque, avec donc ces trois fameux acolytes, Porthos, Aramis, Athos. Et donc en fait c'est un roman qui fonctionne sur le même modèle qu'une série Netflix de nos jours. Voilà, c'est ce qu'on appelle le roman feuilleton. Chaque semaine dans le journal, chaque semaine ou chaque jour, je sais pas, tu avais dans le journal un chapitre qui était publié, voilà, et donc tu avais un rythme de publication comme ça qui s'étalait sur plusieurs mois, et qui est donc semblable à ce qu'on connaît de nos jours avec donc les séries Netflix, par exemple. Voilà, et donc lire un chapitre par jour, voilà donc une manière assez simple de lire le livre. Et puis voilà, qui dit Alexandre Dumas, dit aussi forcément voilà, le Comte de Monte Cristo. Alors ça, c'est encore, moi je trouve que c'est encore mieux que les Trois Mousquetaires. Il y a plein de gens qui nous disent que voilà, c'est un des plus grands romans jamais écrits. Eh ben écoute, moi je peux les comprendre, parce que c'est vrai que c'est un putain de monument. Parce qu'en France, on a le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, le château de Versailles, hein, vous voyez tous ces trucs-là, là, tous les monuments. Et puis moi, dans ce genre de liste, je te mets Monte Cristo. Oui, ouais, parce que pour moi, c'est ça, c'est un monument français. Là, bon, est-ce que je dois encore vous présenter l'histoire? Je sais pas, mais je vais quand même le faire pour le plaisir. 1815, Edmond Dantès et ce jeune marin à qui tout réussit. On lui promet le grade de capitaine, il va pouvoir épouser sa fiancée. Mais victime d'une machination, il se voit accusé d'être un conspirateur bonapartiste. Son bonheur et son ascension sociale sont brisés net. Dans les geôles du château d'If, au large de Marseille, s'amorce le roman de sa vengeance. Après 14 années d'enfermement, Edmond Dantès n'aura de cesse de punir ceux qui l'ont trahi. Puisque sa vie lui a été volée, autant en rêver d'autres. Il est temps de se réinventer. Le simple marin devient le comte de Monte Cristo. Voilà, frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le putain de comte de Monte Cristo. Bien, à présent, commençons la petite sélection avec l'autre grand pape du blockbuster littéraire français du 19e siècle, avec donc Alexandre Dumas. J'ai nommé monsieur Victor Hugo. Le père Victor, encore lui, toujours, incontournable. Voilà, je peux pas faire une vidéo de cette nature sans le mentionner, voilà, ce serait absurde. Voilà. Et donc forcément, lorsqu'on regarde son œuvre, bon, on a le choix, hein, parce que voilà, dans son œuvre romanesque, des blockbusters, il y en a un certain nombre, évidemment, que vous les connaissez, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, voilà, ce sont les deux plus célèbres, mais celui que j'ai tenu à citer, c'est 93. Voilà, donc ce n'est peut-être pas le plus connu des romans de Hugo, mais à mon sens, c'est le plus accessible. Je pense que si vous n'avez jamais lu un roman de Hugo, commencer par celui-là peut être une très bonne chose. Donc c'est un livre qui se déroule, comme son nom l'indique, en 1793, une année assez charnière de la Révolution française, et il y a une guerre civile terrible qui se livre entre les Républicains d'un côté et les Vendéens de l'autre. Donc voilà un roman absolument épique. Dès le début, ça part. Si vous avez la flemme de vous taper les 1500 pages des Misérables, vous pouvez commencer dans un premier temps par lire donc 93, où vous retrouverez tous les ingrédients qui constituent la recette hugolienne, un souffle absolument épique, des personnages d'ordre limite mythologique. Donc la première vidéo que j'ai réalisée sur cette chaîne, c'était un top 15 des plus grands personnages de Victor Hugo, dans lequel j'ai bien évidemment fait figurer deux personnages de 93, notamment le comte de Lantenac. Et je disais un petit peu pour rigoler, en lisant le livre, que ce personnage-là m'avait évoqué les personnages des westerns de Sergio Leone, tellement il était enveloppé de classe et de mystère. C'est typiquement le genre de relief esthétique que j'adore. Voilà, donc si vous êtes soucieux de découvrir un formidable roman d'aventure, qui est épique, brutal, émouvant, qui plus est écrit dans une langue de maître, et qui en plus au passage vous livre un magnifique cours d'histoire sur la Révolution française, c'est quand même super intéressant. Voilà donc 93 de Victor Hugo. Donc après avoir évoqué Alexandre Dumas et Victor Hugo, on va évoquer l'écrivain qui est clairement leur héritier, une sorte de fils spirituel, c'est Jules Verne. Voilà, lui aussi un incontournable absolu du blockbuster littéraire, qui a peut-être même dans ce domaine-là surpassé ses deux grands maîtres, que sont donc Hugo et Dumas. Et donc l'ouvrage de Jules Verne que j'ai choisi de vous présenter, ce n'est peut-être pas le plus connu, puisqu'il s'agit de Michel Strogoff. Wow! Alors, de quoi est-il question dans ce Michel Strogoff? Alors, donc c'est un roman qui se passe dans la Russie du 19e siècle, et donc on a le tsar qui est à Moscou, et qui est bien embêté, parce que le pays est menacé d'invasion par les Tatars, et donc on a à l'autre bout du pays le frère du tsar, qui n'est pas au courant que les Tatars sont en train d'envahir le pays, parce que toutes les communications ont été coupées.
Et donc, il faut aller le prévenir. Donc, il faut trouver un mec qui va être capable de partir depuis Moscou, de traverser toute la Sibérie, soit je ne sais combien de milliers de kilomètres, jusqu'à Irkoutsk, pour avertir le frère du tsar du danger qui va s'abattre sur lui. Précisément le genre de voyage qui nécessite plusieurs semaines, mais qu'il faut pourtant accomplir en un temps record, le plus rapidement possible. Voilà, il faut expédier ces quelques semaines en quelques jours. Quel est l'homme qui peut accomplir pareil exploit? Tu as trouvé l'homme qu'il fallait? J'ose en répondre, à votre majesté. Il était de service au palais? Oui, sire. Tu le connais? Personnellement, et plusieurs fois. Il a rempli avec succès des missions difficiles. À l'étranger? En Sibérie même. D'où est-il? Tomsk. C'est un Sibérien. Il a du sang-froid? De l'intelligence? Du courage? Oui, sire. Il a tout ce qu'il faut pour réussir là où d'autres échoueraient peut-être. Son âge? 30 ans. C'est un homme vigoureux? Sire. Il peut supporter jusqu'aux dernières limites. Le froid, la faim, la soif, la fatigue. Il a un corps de fer? Oui, sire. Et un cœur? Un cœur d'or. Et il se nomme Michel Strogoff. Donc c'est ainsi qu'est introduit le héros de cette histoire, que nous allons donc suivre au cours de ce périple qui va s'annoncer des plus rocambolesques. Et il ne sera pas seul dans cette histoire, puisqu'évidemment on va l'affubler de quelques personnages secondaires, notamment une femme, Nadia, voilà, le fameux Love Interest, et puis deux journalistes qui constituent un petit peu le duo comique de l'histoire. Donc un Anglais qui s'appelle Harry Blount et un Français qui s'appelle Alcide Jolivet. Donc une aventure dans la plus pure tradition romanesque, donc avec un personnage qui est vraiment l'archétype suprême du héros sans peur et sans reproche. Et donc dans cet archétype que représente Michel Strogoff, on peut reconnaître des grandes figures héroïques de la pop culture du XXe siècle, voilà, qu'on connaît tous. James Bond, Indiana Jones. Et d'ailleurs, la rumeur dit que monsieur Ian Fleming, qui est donc l'écrivain inventeur de James Bond, aurait trouvé son inspiration, entre autres, pour son personnage, chez Michel Strogoff. Et c'est vrai que quand on lit le bouquin, Michel Strogoff, c'est clairement James Bond, parce que Michel Strogoff doit forcément se faire un petit peu espion pour traverser le pays, sans risquer de se faire reconnaître par les Tatars qui l'ont envahi. Et donc c'est ce qui évoque forcément tout l'aspect un petit peu film d'espionnage aussi. Et donc voilà, forcément en termes de rebondissement, d'action, de suspense, il y a tout ce qu'il faut. C'est absolument épique, c'est un putain de page turner comme on dit. Ça se lit facilement, d'une traite, et c'est peut-être même plus digeste que certains autres livres de Jules Verne, qui sont très scientifiques, dans lesquels on retrouve énormément de descriptions très détaillées, qui peuvent parfois rendre la lecture un peu hardie. Dans Michel Strogoff, il n'est pas question de ça. Vous retrouverez plutôt dans ce livre des grandes descriptions des paysages de la Sibérie et de quelques villes russes que Michel Strogoff va être amené à traverser. Et c'est ce qui fait donc de ce livre une jolie petite ode à la Russie. Et ce qui est hallucinant, c'est que Jules Verne n'a jamais foutu un seul putain de pied en Russie de sa vie. C'est assez bluffant lorsqu'on voit le degré de détail qui est celui des descriptions faites du pays. On se dit que c'est complètement lunaire, c'est fou qu'il n'ait jamais été. Et en fait, s'il a été capable de reproduire avec autant de fidélité, avec autant de précision, tout ce qui constitue donc la géographie russe, c'est parce qu'il était très ami avec un écrivain russe qui s'appelait Ivan Tourgueniev, que les fans de littérature russe classique connaissent certainement très bien. Et donc c'est ce monsieur Tourgueniev qui faisait à Jules Verne des comptes rendus de la géographie russe, donc à partir desquels il a pu bâtir les descriptions de son récit. Donc voilà, belle alliance franco-russe réalisée donc à l'occasion de l'écriture de ce fabuleux ouvrage qui est Michel Strogoff, formidable récit d'aventure, modèle absolu du genre, qui est la probable source d'inspiration des plus grands héros du genre au XXe siècle, des mecs comme James Bond, comme Indiana Jones. Donc si c'est typiquement le genre de blockbuster que vous adorez, le genre de divertissement dont vous êtes friand, ce sera pour vous un régal absolu de revenir aux sources du genre, avec donc ce fabuleux Michel Strogoff que je vous recommande. Action, rebondissement, suspense. En fait, c'est vraiment le divertissement populaire, riche et généreux qu'on mérite. Voilà. Et puis Jules Verne, il fait honneur aussi à ces pères de littérature que sont Dumas et Hugo. Voilà. Et donc forcément, au niveau plume, ça se défend. Et donc voilà, Michel Strogoff de Jules Verne, que je vous recommande formidablement. Et donc pour achever cette petite sélection de blockbusters littéraires du 19e siècle, j'ai choisi de mentionner Germinal de Émile Zola. Et oui, un choix qui peut paraître surprenant comme ça au premier abord, mais qui est en réalité parfaitement logique. Parce que c'est vrai qu'Émile Zola, à première vue, ce n'est pas un nom qui évoque la littérature du genre épique et romanesque. C'est plutôt un nom qui rappelle les traumatismes des cours de français du collège. Mais c'est là le grand drame que rencontre Émile Zola de nos jours.
c'est que c'est un écrivain auquel l'éducation nationale ne rend pas justice. Voilà, parce qu'il est synonyme de douleur et de traumatisme littéraire, alors qu'en réalité, c'est un formidable écrivain populaire, voilà, qui était évidemment du genre plutôt social et naturaliste, mais qui savait à l'occasion se faire un formidable conteur d'histoires romanesques et complètement spectaculaires. Et c'est donc notoirement le cas dans Germinal. Alors évidemment, Germinal, c'est avant tout un roman social, parce qu'on suit donc au 19e siècle, dans le nord de la France, l'histoire de Étienne Lantier, qui est donc un jeune homme qui se retrouve à bosser dans une mine, et donc il découvre ainsi toute la dureté que représente ce genre de travail. Voilà, vous savez probablement comment ça se passait dans les mines de charbon à l'époque, au 19e siècle. Les conditions de travail étaient absolument terribles. Voilà, dites-vous que c'était un temps où on faisait bosser des enfants dans les mines, donc voilà, vous retrouvez ainsi dans cette histoire des personnages d'enfants qui ont même pas à peine 12 ans, même moins, je pense. Et donc on est amené à suivre le quotidien de plusieurs familles de mineurs, et leurs conditions de vie particulièrement difficiles. Et donc Étienne Lantier, au contact de tout cela, va se dire « ça suffit, ça ne peut plus durer, il faut la révolution ». Et donc ainsi, sous l'impulsion de ce Étienne, se développe chez les mineurs un esprit de révolte, et qui va donc conduire à des événements complètement exceptionnels. Voilà, ça va partir en couille. Et donc ce qui constitue un roman social, avant tout, constitue également une œuvre romanesque des plus spectaculaires. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs surpris à la lecture du roman, et qui me fait donc le citer parmi cette sélection de blockbusters littéraires du 19e siècle, c'est le fait que ce soit un putain de roman complètement épique, où donc la tension monte en permanence, petit à petit, ça va crescendo, et puis à la fin, ça explose. À la fin, ça devient un putain de film de catastrophe. Normalement, c'est une œuvre avec laquelle on doit être à peu près tous familiers, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous savent quand même comment ça se finit. Alors si vous ne savez pas, au pire, vous le découvrirez. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça part en couille, complètement. Et moi, c'est une lecture qui m'a personnellement laissé une très grande impression. J'ai pété un plomb en lisant ce truc, voilà, j'ai craqué. Je me suis dit en lisant ça, ok, Monsieur Zola, c'est quelqu'un de très sérieux. Franchement, c'est du grand art. C'est du grand art. Donc voilà, Germinal, et que je vous encourage donc à lire ou relire à l'occasion. Voilà, c'est le genre de plaisir qui est toujours bienvenu. Émile Zola, Germinal. Bien. Ainsi donc s'achève cette vidéo dans laquelle je souhaitais vous présenter une petite sélection de blockbusters littéraires du 19e siècle. Donc voilà des ouvrages qui constituent pour moi le plus noble des refuges en ces temps de misère hollywoodienne. Donc pour cette vidéo, je me suis concentré sur des ouvrages français du 19e siècle, mais bien évidemment qu'il existe des références de tout temps, de tout lieu. Ainsi, si vous avez envie de présenter vos propres références, qu'elles soient françaises ou étrangères, peu importe leur époque, je vous en prie, ne vous gênez pas, la section commentaires est là pour vous. Là-dessus, je termine donc en vous souhaitant bonne lecture et en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.